on se retrouve pour une nouvelle analyse, celle du dernier jeu vidéo d'horreur de Supermassive Games, Little Hope, dans l'anthologie Dark Pictures. Un film interactif où vos choix déterminent le déroulement de l'histoire et le sort de vos personnages, comme Detroit Become Human. Et j'adore ça. Parce que oui, j'ai beaucoup parlé de Star Wars dernièrement, mais je suis aussi fan de jeux vidéo à choix. Ça peut avoir l'air d'un simple jeu à frisson bien cliché, avec un groupe perdu dans un lieu hanté sous un sous-thème de la chasse aux sorcières, mais en réalité, comme dans Until Dawn, il y a beaucoup de profondeur dans cette histoire, avec des thèmes très intéressants et très bien exploités selon moi. Même si la fin a dû emporter plus d'un à confusion, et en a déçu plus d'un. Mais c'était plutôt brillant de jouer avec nos attentes. Bref, c'est l'histoire de 4 étudiants d'université et leurs profs qui, suite à un accident durant une sortie, se retrouvent coincés dans Little Hope, une petite ville avec une histoire tristement célèbre de chasse aux sorcières en 1692. Alors qu'ils explorent la dite ville, ils sont témoins de l'exécution d'un groupe de colons du passé qui leur ressemble exactement. Le groupe doit alors découvrir leur lien avec ces colons, reconstituer l'histoire de la ville et découvrir la racine du mal, tout en évitant de se faire tuer par les fantômes de leurs sosies du passé qui cherchent à les exécuter de la même façon que eux sont morts. C'est sympa. Bien sûr, cette vidéo contiendra un maximum de spoilers, donc si vous n'avez pas joué au jeu, ni regardé de let's play et voulez le découvrir, passez votre chemin. Et revenez après. Donc, en fait, cette prémisse est plus ou moins mensongère. Et les fans de sorcières ont dû être principalement déçus de se rendre compte qu'en fait, le thème de la chasse aux sorcières n'est que purement symbolique. Au premier abord, lors de ma découverte du jeu, je pensais que c'était une sorte d'histoire de réincarnation maudite. Parce qu'on retrouve nos 5 personnages principaux dans différentes versions, dans 3 époques différentes. L'époque de la chasse aux sorcières dans la Nouvelle-Angleterre, où les colons qui sont les doppelgangers de nos personnages se font tous accusés de sorcellerie par une petite fille et exécutés en conséquence. L'époque présente, celle dans laquelle on joue, où ce sont des étudiants et leurs professeurs coincés dans la ville fantôme de Little Hope. Et enfin, il y a les années 70 qui nous sert de prologue, où ils sont une famille déséquilibrée avec une mère au foyer qui se dispute sans arrêt avec le père alcoolique, colérique et négligent, une grande sœur irresponsable qui ne pense qu'à se barrer avec son copain hippie, un grand frère désagréable, notre rôle titre, et il y a aussi l'ajout de la petite fille qui au début fait flipper. Ça fait toujours flipper les petites filles. Et communément aux jeux d'horreur de Supermassive Games, une tragédie mortelle se produit dans le prologue, se déroulant à une époque passée. Ce qui sera dans l'histoire notre élément déclencheur. Soit la disparition des jumelles dans Until Dawn, l'évaporation de la toxine hallucinogène du vaisseau militaire dans Men of Medan, et la mort de la famille Clark lors d'un incendie dans Little Hope. Le récit des 3 époques se situe tous à Little Hope. Même personnages avec des noms similaires, habillés et coiffés selon l'ère de leur temps. Donc, au fil et à mesure que l'histoire avançait, je me suis dit que ces 5 personnes étaient coincées dans une espèce de cercle infernal de réincarnation, condamnées à mourir au même âge de la même façon à cause d'une petite fille au fil des époques. Mais il s'avère que j'avais tout faux. Rien à voir avec le concept des réincarnations. Car à la fin, on apprend que la seule époque qui comptait réellement, la seule véritable version de nos protagonistes, c'était celle du prologue. Le reste, la version chasse aux sorcières et époque actuelle, n'existe que dans la tête du protagoniste, le chauffeur de bus que l'on voyait au début du film, qui n'est autre qu'Anthony Clark. Le jeune homme que l'on jouait dans le prologue, qui a vu toute sa famille mourir dans un terrible incendie dont il est indirectement responsable, même si c'est la petite qui a foutu le feu. Ce qui a déclenché en lui un deuil pathologique, une schizophrénie et un énorme syndrome post-traumatique. Car en quelques instants, il a perdu toute sa famille, sa maison et sa santé mentale. Tout le reste du voyage de Little Hope n'est qu'une psychose où, de retour dans sa ville d'enfance, il se retrouve confronté à ses démons et doit apprendre à enfin faire le deuil de sa famille, accepter leur mort et enfin se pardonner pour ce qui leur est arrivé. C'est brillant. Je sais qu'on s'attendait à du surnaturel avec toute une théorie du complot sur une malédiction de réincarnation et que le fameux « tout ça n'est que dans sa tête » peut en agacer plus d'un. Je comprends, mais personnellement je trouve que c'est très bien fait. Et dans les messages que le jeu veut faire passer, ça devient vraiment profond et très touchant, montrant que ce n'est pas juste un petit jeu d'horreur tout ce qui est plus banal. Par contre, si votre réaction au twist final ressemblait juste à ça... Hey, ce jeu essaie de me faire réfléchir! Là, je peux plus rien pour vous. Mais quel est le rapport avec les flashbacks durant les procès des sorcières alors? Eh bien, Little Hope est la ville dans laquelle Anthony a grandi. Donc, il a dû entendre parler de certaines histoires du XVIIe siècle et s'en inspirer dans sa petite fantaisie. Le meilleur moyen d'oublier ses problèmes. Son monde imaginaire dans le présent est là pour lui permettre de sauver sa famille et confronter ses propres démons, qui sont entre autres la personnification de la mort de chacun de ses proches. Et l'univers des sorcières est là pour sauver une substitution de sa petite sœur Megan, Marie. Car c'était ça, le péché originel. Blâmer la gamine pour tous leurs maux, la prendre pour un être maléfique, ne pas faire assez attention à elle, ne pas la protéger. Nous-mêmes, en tant que joueurs, pensons que Megan est une sorcière maléfique que nous devons brûler. C'est pour ça qu'on utilise les enfants pour faire peur dans le cinéma d'horreur. Soit l'enfant fait peur parce qu'il est une menace sous un voile d'innocence, soit il fait peur parce qu'il est une victime
car on n'a pas su le protéger. Megan était négligée. Elle n'allait pas bien, tout le monde le disait. Après tout, elle parle toute seule au début du jeu, sauf que personne ne s'occupait d'elle. Ils la négligeaient tous, la chassaient. Le seul qui la défendait était Anthony, qui brille par sa compassion. On pourrait croire à une enfant diabolique avec l'apparition derrière elle au début, mais moi, j'ai ma théorie. Ce démon n'existe que dans sa tête. Il s'agit de son démon intérieur, son trouble mental. Car pour moi, Megan souffrait probablement de psychose infantile. Et comme Anthony, souffrait d'hallucinations. En fait, je crois qu'elle était un peu la judge de l'histoire pour faire référence à Until Dawn, qui avait aussi une grande portée sur la maladie mentale. Dans une vidéo de MatPat de Game Theory, qui raconte bien plus en détail ce point sur le vrai sens d'Until Dawn, on explique que la raison pour laquelle Josh est le seul du groupe à ne pas pouvoir s'en sortir à la fin est parce qu'il est le seul qui entend des voix dans sa tête. Et donc le jeu envoie un puissant message de sensibilisation, criant « Faites attention aux personnes atteintes de troubles mentaux avant qu'il ne soit trop tard ». Et Anthony avait beau prendre verbalement la défense de Megan, il n'a rien fait pour l'aider, comme tous les autres, c'est ce qu'il se reproche. C'est pour ça qu'il s'invente une réalité, métaphore de ce que la situation avec Megan était, où il peut changer les choses et la sauver. Pour s'en sortir, il doit lui pardonner l'incendie en admettant que non, ce n'était pas sa faute, ni la sienne, ni celle de sa sœur. Car ce n'était qu'une enfant qui ne savait pas ce qu'elle faisait. Car oui, même avant ça, elle appelait clairement à l'aide et se faisait rejeter. Selon moi, si elle a mis le feu, c'était surtout pour elle un moyen désespéré d'attirer l'attention. Surtout que c'est pas mal suggéré que le révérend Carson, celui qui est là à l'enterrement de la famille et qu'on retrouve en tant que révérend connard dans le procès des sorcières, abusait d'elle. Je ne te lâcherai qu'une fois certain que tu ne dévoileras pas notre secret. Non! Garde-toi de révéler notre secret. Si tu dis un mot, que tu murmures un mot sur le reste. Oui, je sais que ça fait cliché le curé pédophile, mais je suis désolée, c'est ce que je vois. C'est jamais dit directement, mais le fait qu'elle le voit comme un monstre... Oui, je pense que... Oui. Et le procès des sorcières est également le procès d'Anthony, celui qu'il se crée dans sa tête, nourri par ses remords et sa propre culpabilité. Parce qu'il a été victime d'une chasse aux sorcières moderne. On l'a suspecté d'avoir commis un incendie criminel parce qu'il fallait un coupable. Il a injustement fait de la prison pour ça avant qu'on l'innocente. Et la meilleure des preuves de la métaphore du procès d'Anthony, c'est le juge. Historiquement parlant, en aucun cas un asiatique n'aurait pu être juge au XVIIe siècle en Nouvelle-Angleterre. Pas à une époque où il y avait l'esclavage. Et vous remarquerez que les seuls à avoir un visage dans les flashbacks sont les 5 protagonistes, la petite fille, le révérend connard, le juge et le marshal. Il est bien montré que le reste ne sont que des mannequins pour combler le vide, comme on peut trouver dans le musée. Les seuls personnages dans cet univers à avoir un visage sont les visages qu'Anthony connaît. Outre sa famille, il y a le shérif qui l'aborde au début du jeu, qui l'a conduit jusqu'à sa ville d'enfance, représentant sans doute un symbole d'autorité, le révérend qui abusait de sa sœur, et le passant qui l'a trouvé en état de choc devant la maison en flammes. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Comme au procès des sorcières, il a émis un jugement hâtif en voyant la boîte d'allumettes dans sa main. Il l'a jugé responsable pour l'incendie. Bref, voilà pourquoi un autre besoin d'Anthony est de se pardonner. Se pardonner pour avoir une part de responsabilité dans l'incendie qui a causé tant de morts. Se pardonner pour ne pas avoir pu sauver sa famille. Un peu comme Josh, mais contrairement à lui, il a une chance de s'en sortir. Et se pardonner pour avoir survécu. Il s'en veut clairement à mort d'avoir survécu, comme Vince, le copain de sa sœur, lui en a voulu. Il y a donc 2 issues possibles pour Anthony, enfin 3 si on compte la fin neutre. Soit il ne parvient pas à sauver sa famille et les voit mourir encore et encore, ce qui le pousse au suicide, car ses démons ont gagné. Soit il change la fin de l'histoire et, s'il n'est pas arrêté, au lieu de rester enfermé dans son déni, brise le cercle infernal qui depuis la tragédie doit se répéter encore et encore dans sa tête. Comme l'indique le trophée, il peut enfin se sauver de lui-même, enfin être en paix avec lui-même. Bref, dans la meilleure des fins, il parvient enfin à sauver sa famille. Il sauve son père, il sauve sa mère, il sauve sa sœur, il sauve son frère. Et il sauve sa petite sœur, même s'il reconnaît que non, dans la vraie vie, il n'a pas pu les sauver. Je ne t'ai pas sauvé. Ce qu'il cherchait, c'était une occasion d'avoir le choix, la possibilité de porter secours à sa famille, comme on le lui donne plusieurs fois dans le jeu. L'illusion d'obtenir la possibilité de changer le passé, un moyen pour lui d'obtenir une sorte de rédemption. Une chance de se racheter. Surtout qu'on se rend compte que même si sa famille était dysfonctionnelle et qu'il en avait marre du fait que tout le monde blâmait le comportement de Megan, des disputes incessantes de ses parents, de l'alcoolisme de son père, du caractère de son frère et de l'irresponsabilité de sa sœur, il les aimait. Il les aimait quand même, c'était sa famille. Et tristement, à ses yeux, il l'a réalisé trop tard. Seulement quand il les a tous perdus. Il n'a jamais eu l'occasion de leur dire. Sinon, encore une fois, je sais que beaucoup ont été déçus par ce twist, pour plusieurs raisons. Déjà, ça repompe d'affilée la révélation de Men of Medan. Les monstres ne sont pas réels, techniquement. Je comprends tout à fait, sauf que là, on parle de maladie mentale, pas de toxines hallucinogènes. Ah, et le twist, c'était pour de faux? Until Dawn aussi l'a fait. Ça date pas d'hier. Oui, il y avait de vrais monstres, mais toute l'intrigue avec le psychopathe et les fantômes n'était qu'un énorme canular. Ça reste important dans le développement des personnages et ça apporte d'importantes conséquences à l'histoire, mais oui, là aussi, on peut se sentir frustré au premier abord en réalisant
disant que la moitié de nos personnages n'étaient pas réellement en danger de mort jusque-là. Tout ça pour dire que c'est pas nouveau chez les jeux d'horreur de Supermassive Games. Mais sinon, vous savez, si on n'avait pas eu cette fin, le prologue n'aurait eu aucun intérêt. Il aurait appuyé la thématique de réincarnation maudite, oui, mais ça l'aurait réduit à une vulgaire anecdote. Le prologue dans ces jeux sert l'histoire de la même façon. On y expose deux choses importantes à l'histoire, les personnages et un grand drame avec des morts qui va nous servir d'élément déclencheur, la base pour écrire une histoire. Until Dawn, c'est tout à fait ça. On nous présente les personnages, brièvement leurs relations, et là, bam, la disparition des jumelles. C'est l'élément déclencheur, l'effet papillon. Le prologue a déclenché l'histoire des personnages et la menace principale. Sans les événements du prologue, il n'y aurait pas d'histoire. Dans Men of Medan, le problème c'est que les personnages ne sont pas importants et servent uniquement de conduit pour le joueur afin de visiter le bateau. Et contrairement aux deux autres jeux, le drame de l'élément déclencheur dans le prologue n'est pas du tout une grave conséquence des actions des personnages qu'ils vont devoir affronter ensuite. Ils n'ont rien à voir avec ça, c'est juste la faute à pas de bol. C'est ça qui leur fait perdre de l'intérêt malheureusement. Mais le prologue demeure l'élément déclencheur. C'est dans le prologue que la toxine s'est libérée. C'est à cause des événements du prologue que le bateau est comme ça et nos protagonistes en subissent les conséquences dans le présent. Alors si dans Little Hope on n'avait pas eu cette révélation finale, ça sert à rien ce qu'on apprend dans le prologue. La famille Clark, leurs problèmes, leurs morts, on s'en fout, ça diminue l'impact émotionnel. Ça n'aurait pas été l'élément déclencheur de l'histoire principale. Juste une anecdote pour appuyer le propos, mais on aurait pu s'en passer. Le prologue aurait très bien pu se dérouler durant le procès des sorcières et ensuite on retrouverait la réincarnation des victimes dans le présent. Là ça aurait marché, pas besoin de faire un crochet dans les années 70. Sinon ce serait comme si le prologue d'Until Dawn, c'était ce qu'il s'était passé au sanatorium avec les mineurs, ce qu'on apprend uniquement avec les indices. Et c'est pas l'élément déclencheur, ça n'a rien à voir avec nos personnages, pas le centre d'intérêt. Donc dans Little Hope, avec la révélation qu'on a, le prologue prend tout son sens. C'est ça qui a fait de notre protagoniste ce qu'il est dans le présent. C'est ça qui a déclenché son traumatisme. Tout se trouve dans le prologue. Les flashbacks du procès des sorcières, c'est parce qu'Anthony a fait un lien avec ce qu'il a lu sur l'histoire de sa ville et sur ce que lui et sa sœur ont vécu. Ils ont subi une chasse aux sorcières moderne. Les personnages que l'on suit et ce qui les définit, une version améliorée de la famille Clark, qui a l'occasion d'une deuxième chance. Les démons intérieurs du héros, littéralement les morts de ses proches aussi, qui tentent de les rattraper. La petite fille abusée, le fait que ce soit la mort de Tanya qui détermine la façon de mourir de Tabitha et Taylor. Tout est là. Et ainsi, la portée émotionnelle est beaucoup plus forte, parce que ces morts ont de véritables conséquences, pas juste là pour le plaisir morbide, et qu'on ressent une véritable empathie pour le héros avec tout ce qu'il a enduré. Et puis, posez-vous simplement la question, pourquoi ils nous font ce genre de révélation? Pour le plaisir de faire un twist? Non, il y a tout un sens derrière. Et d'ailleurs, comme dans Shutter Island, c'est pensé depuis le début, parce que tout au long du récit, on vous sème plusieurs indices sur ce qu'est la réalité, pour vous dire que l'histoire que vous croyez vivre est irréelle. Vince en premier. Dans la scène du bar, même si vous tentez de lui parler en tant que John ou Taylor, il ne répondra qu'à Andrew qui va répéter vos propos, car c'est la seule personne que Vince voit. Et plein de répliques de Vince qu'on peut d'abord prendre pour un fou ont tout leur sens à la fin. La superbe musique est aussi un indice important, souligné par les créateurs. Quand les démons attaquent et menacent de tuer un ou plusieurs de nos personnages, on entend la même musique de chant grégorien dramatique que durant l'incendie avec la mort de toute la famille d'Anthony. Rappel de son traumatisme. Ah, et cette musique est géniale. Il y a aussi la cacophonie inaudible quand le groupe se dispute, qui n'est pas une mise en scène pour appuyer le stress des personnages, mais les scissions dans le délire. Il y a aussi un parallèle foreshadowing dans la Curator's Cut en la personne de David, le sosie de Daniel, car il voit Taylor et la prend pour sa défunte sœur, Tabitha, s'enfermant dans un déni, persuadé qu'elle vit encore. Mais il passe un peu pour un fou, car du point de vue des autres, il parle tout seul. Il ne voit absolument rien autour de lui. Pareil avec Anthony. Il a vu entre autres sa sœur mourir et dans son refus d'accepter la trop dure réalité, s'imagine qu'elle est toujours en vie, elle et le reste de sa famille. Et pour revenir à ce que je disais plus tôt sur la chasse aux sorcières moderne, dans les flashbacks, ceux accusés de sorcellerie le sont entre autres parce qu'ils parlent avec des personnes qu'ils sont les seuls à voir. Il y a la compagnie du bus, Ferryman, qui devient Ferryman lors de l'accident. Ferryman signifiant le passeur de la mythologie grecque qui amène les âmes des morts. Indice comme quoi les protagonistes sont morts en réalité. Et ça c'était l'indice subtil, parce que sinon t'as Daniel qui enfonce le clou. On est peut-être mort dans l'accident. On est tous morts. C'est peut-être pas réel. Une sorte d'hallucination collective, peut-être. Ouvrez les yeux. Arrêtez de vous voiler la face. Arrêtez de dire no. Y a rien ni personne. On nous le répète tout au long du jeu, comme si on essayait de nous ramener à la réalité, comme Anthony. Car comme lui, on veut croire à du surnaturel à la place, car c'est plus rassurant pour nous que la réalité. Voilà pourquoi d'autres cette révélation déplaît. Parce que c'est ça qui fait vraiment peur. Ça fait peur de se dire que si le surnaturel n'existe pas, ce n'est pas le cas des troubles mentaux. Certains se plaignent de cette révélation parce que ça veut dire qu'il n'y avait aucune vraie menace. Mais détrompez-vous, la psychose, c'est une vraie menace. Il y a des gens qui vivent réellement ça dans leur tête. D'ailleurs, ça a toujours été la véritable menace des jeux d'horreur de Supermassive Games. Dans Until Dawn, la vraie menace, c'est pas les Wendigo, mais la schizophrénie de Josh. C'est littéralement ça qui l'empêche d'être sauvé, quoi qu'on fasse. Dans Men of Medan, même si les personnages ne sont pas fous de base, ils peuvent se tuer ou tuer les autres à cause de leurs hallucinations. Bref, c'est pas la première fois qu'ils exploitent ce thème. Au contraire, c'est même leur pile rouge.
Laissez-moi! Laissez-moi tranquille! Non! Vous êtes morte! Pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi tu me demandes ça? Vous pouvez pas tous la fermer? C'est pas comme ça qu'on trouvera de l'aide, ou qu'on sortira d'ici. Donc justement, ça fait peur de se dire que les vrais monstres ne sont pas surnaturels, mais existent en chacun de nous. Nous sommes nous-mêmes nos plus grands ennemis. Voilà pourquoi il y a un trophée, Andrew a été sauvé de lui-même. Voilà aussi pourquoi les démons qu'on affronte sont les miroirs de nos personnages, leurs doubles maléfiques, car eux seuls peuvent se tuer eux-mêmes avec leurs blocages, leurs défauts non résolus. Comme d'ailleurs un autre message intéressant, pour survivre, il faut que les personnages surmontent leurs peurs et au lieu de fuir leurs démons, décident de les affronter. Et aussi, bien sûr, le voyage du héros suit les étapes du deuil. Il y a le choc de la tragédie, le déni, où il s'imagine à nouveau sa famille bien vivante, s'emprisonnant dans sa ville d'enfance avec les fantômes de son passé, la colère, quand il se dispute avec les autres, Vince y compris, le marchandage, où il s'imagine pouvoir influencer et changer le passé, car dans sa tête, s'il avait agi autrement, sa famille n'aurait pas péri, la dépression, qui se fait surtout dans les fins amères où sa famille est à nouveau morte sous ses yeux, et qu'il réalise enfin qu'il ne pouvait rien faire pour les sauver, et en dernier, dans la meilleure des fins, l'acceptation, où il s'excuse et les laisse enfin partir. Et ça lui donne une occasion d'enfin arrêter de vivre dans le passé et de se tourner vers l'avenir, et de comprendre que ce n'était pas sa faute. Parce que, surtout dans cette fin, mais aussi tout au long du jeu quand vous faites des erreurs, les protagonistes hallucinés répètent à Andrew de ne pas s'en vouloir parce qu'il n'y était pour rien, et parlent en réalité du tragique incendie. C'est pas ta faute. T'y es pour rien du tout. D'ailleurs, ce principe de deuil et de refuser la réalité est assez ironique dans un jeu où tu as la possibilité de recommencer quand tu as fait une erreur. Pour l'anecdote, j'ai recommencé le chapitre réflexion 6 fois parce que je n'arrivais pas à sauver Taylor et refuser qu'elle meure parce que c'est ma préférée. Sauf que, ironiquement, j'ai changé quelques choix à force et supplié que l'on m'aide au lieu de vaincre ma peur et de choisir d'affronter mon démon. Ce qui fait que je me suis quand même fait prendre à la fin. C'était très frustrant, mais une belle mise en abîme avec ce que vit le personnage principal. Accepter que quoi que je puisse faire, je ne pouvais pas la sauver. Beaucoup se plaignent que dans Little Hope et les jeux à choix en général, nos choix n'ont pas assez d'influence sur le récit alors que le joueur devrait être capable d'écrire sa propre histoire. Et évidemment que nos choix vont être limités par les règles du jeu et l'histoire globale pour que ça reste cohérent. En fait, Michael J a fait une vidéo sur ça il y a longtemps où il explique ça plus en détail, disant que les jeux à choix ne sont que l'illusion du choix. Car dans ces jeux, ce n'est pas une histoire que l'on choisit, mais que l'on vit. Tu vis l'histoire comme si tu étais dedans au lieu de la regarder du dessus. Tu vis l'histoire et fais des choix sans en savoir les conséquences à l'avance, comme dans la vraie vie. Et dans Little Hope, on te met brillamment à la place du personnage principal pour que tu vives son histoire. Tu es Anthony. Parce que toi aussi, tu t'inventes une théorie du complot pour expliquer ces éléments surnaturels plutôt que de voir la vérité en face, prenant ironiquement Vince pour un fou. Toi aussi, tu refuses d'accepter la dure réalité. Toi aussi, tu refuses d'accepter la mort des autres. Toi aussi, tu refuses d'accepter le fait que malgré tout, tu ne pouvais rien faire pour vraiment les sauver. Oui, on trouve ça frustrant et injuste parce qu'on croyait avoir la possibilité de tous les sauver. C'est fait exprès. C'est le principe de l'immersion. C'est ce qu'on veut te faire ressentir. Et c'est pas nouveau. Dans Until Dawn, on ne peut pas sauver Josh quoi qu'on fasse. Ça aussi, c'est injuste. Mais ça va avec ce que le jeu veut dire. C'est pareil pour les prologues dans les 3 jeux. On t'offre des choix, mais quoi que tu fasses, tu ne peux pas sauver Beth ou Anna. Tu ne peux pas sauver Joe ou Charlie. Tu ne peux pas sauver Megan ou Tanya et encore moins le reste de la famille. Ils meurent tous de toute façon pour les besoins de l'histoire. Ironiquement, pour l'instant, il n'y a que Men of Medan où tu peux sauver tous les protagonistes. Alors oui, c'est vrai, l'histoire d'Anthony est vraiment tragique. Alors on se dit, mais c'est horrible. C'est un jeu d'horreur. C'est pas supposé être optimiste. Bref, je trouve ce jeu très intelligent et profond, avec de très beaux messages, et qui est aussi, bien qu'horriblement triste, très touchant. C'est la première fois que je pleure devant un jeu d'horreur. Quoi qu'il en soit, j'ai bien hâte de découvrir ce qu'ils feront dans leurs prochaines histoires. Alors, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait une explication rationnelle à chaque fois, parce que j'aime beaucoup le surnaturel, mais je suis sûre que les thématiques fil rouge resteront. Alors merci de m'avoir écouté pour aujourd'hui, à très vite pour de prochaines vidéos, et n'oubliez pas, il y a de l'espoir. Même un petit espoir.